Bienvenue à nouveau à l'animalerie des Fripouilles. Dans le dernier épisode, Suping a sauvé sa mère et Linjiu, remis Yuan Tianshan à sa place malgré son arrogance, et prouvé que même un expert de rang légende pouvait être humilié à l'intérieur de l'animalerie des Fripouilles. Après cela, il a amélioré la boutique, installé sa famille dans le nouvel espace de vie et accordé à Johanna suffisamment d'autorité pour tenir le comptoir, tandis que son commerce devenait chaque jour un peu plus dangereux. Puis Tang Ruyan est devenu l'employé temporaire de la boutique, mais son plan de sauvetage désespéré s'est effondré lorsqu'elle a découvert que Cœur de Serpent avait lui aussi déjà été capturé. Et aujourd'hui, Suping suit Johanna dans un monde divin, bénéficie d'une nouvelle amélioration colossale et revient juste à temps pour que l'animalerie des Fripouilles affronte un tout nouveau genre d'attaque. Continuons. Tang Ruyan resta caché derrière la porte, remerciant silencieusement tous les dieux possibles et imaginables que Suping ne l'ait pas remarqué. Pourtant, la formulation étrange de Cœur de Serpent continuait de la tracasser. Qu'avait-il voulu dire exactement par « lui aussi » ? Depuis sa cachette, elle observa les maîtres titrés qui se tenaient devant Suping comme des soldats parfaitement disciplinés. Notre héros leur ordonna de surveiller Linjiu uniquement depuis les abords de l'académie du Mont Phénix pendant la journée, sans perturber sa vie quotidienne. Puisque la famille sut disposer désormais de son propre terrain d'entraînement, le roi du poison et Cœur de Serpent devrait également se relayer chaque soir pour entraîner sa sœur. Les deux maîtres titrés acceptèrent aussitôt ces ordres. Ruyan avait du mal à comprendre ce qu'elle voyait. Non seulement Cœur de Serpent se trouvait là, mais le roi du poison de la famille Liu était également venu. Il figurait parmi les experts les plus puissants de la cité de Lonjagne, et pourtant, tous deux baissaient la tête devant le propriétaire de la boutique. Elle savait déjà que son ravisseur était dangereux, mais visiblement, elle l'avait encore sous-estimé. Plus tard, Suping retourna dans la boutique et reçut une notification du système. Le score d'employé de Johanna avait augmenté d'1 point, portant son total à plus de 100. Cette augmentation confirmait que Johanna avait tenu sa promesse. Sous la surveillance du système, la déesse avait réellement entraîné l'employé temporaire au lieu de se tourner les pouces. Un seul point d'employé en échange d'une jeune demoiselle de la famille Tang correctement formée, c'était une affaire en or. Après cela, Suping transporta l'arbre spirituel stellaire dans la capsule de cultivation. Dès qu'il toucha le sol, ses racines commencèrent à s'enfoncer dans la terre, comme si l'arbre tout entier était vivant. Le système expliqua qu'il s'agissait d'un instinct d'alimentation développé grâce à l'évolution de son intelligence. Malheureusement, l'arbre spirituel stellaire était de piètre qualité. Bien qu'il ait vécu plus de 10 000 ans, le développement de son intelligence n'avait même pas atteint 20%, et sa conscience ne s'était toujours pas éveillée. Malgré tout, le simple fait d'avoir atteint ce seuil en faisait déjà une plante extrêmement rare. Si son intelligence se développait entièrement, il pourrait même devenir un familier astral. Suping réfléchit aux possibilités. En temps normal, l'arbre ne produisait des fruits qu'une fois toutes les quelques décennies, voire plus d'1 siècle. Le commercialiser restait donc un rêve terriblement lointain. Mais s'il devenait un familier astral et profitait de l'effet d'autorégénération de la capsule de cultivation, il pourrait peut-être finir par récolter des fruits chaque année. Le système interrompit immédiatement son rêve de futur homme d'affaires. Le protagoniste ne remplissait pas encore les conditions nécessaires pour acquérir la capacité de développer l'intelligence. Avant de pouvoir l'apprendre, il devait d'abord devenir un cultivateur. Cela expliquait enfin une partie de son problème. Même s'il dirigeait une animalerie et avait appris énormément de choses sur les familiers astro grâce à Internet, il ne comprenait toujours presque rien à la véritable cultivation. La majorité de son travail de cultivation avait été prise en charge par le système, il avait donc réellement besoin d'être formé dans ce domaine. Mais Suping n'avait pas le temps de s'en préoccuper pour le moment. Il ordonna au système d'ouvrir le panneau des terres de cultivation. L'affaire Yuan Tianshan était terminée, mais un autre ennemi puissant pouvait apparaître à tout instant. Sa priorité était de continuer à renforcer sa puissance et sa réputation. Notre héros ne se souciait pas de la célébrité en elle-même. Il pouvait se cacher dans la boutique et cultiver en toute sécurité grâce au système, mais sa mère et sa sœur avaient besoin de vivre normalement. Il ne pouvait pas les garder enfermés dans la boutique ou sous surveillance permanente.
Suping devait devenir si puissant que personne dans la cité basse de Longjang n'oserait toucher à sa famille. À l'intérieur de la boutique, Johanna sentit cette puissance familière se manifester à nouveau. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle avait déjà perçu cette même aura autour du protagoniste. Plus tard, Suping revint et poussa un long soupir. Il s'était battu jusqu'à l'extrême limite de ses capacités et avait ressuscité plus d'une centaine de fois avant de réussir à tuer ce maudit centurion Zerg. Depuis qu'il avait découvert les terres de cultivation où les résurrections étaient gratuites, notre héros n'avait jamais connu une série de combats aussi brutale. Malgré tout, les revenus de la nouvelle boutique valaient bien toute cette souffrance. Le premier mouvement du point dompteur de démons avait atteint le stade de perfection majeure. Satisfait, il décida de prendre une douche avant de continuer. Lorsque Suping retira son pull et ouvrit la porte, il se figea. Johanna se tenait devant lui avec un plateau entre les mains. La déesse lui expliqua que sa mère lui avait demandé de lui apporter de la soupe. Suping observa la soupe avec méfiance. Depuis quand Johanna était-elle devenue assez attentionnée pour lui servir à manger? D'un autre côté, il était invincible à l'intérieur de la boutique. Le poison, les malédictions ou n'importe quel étrange ver divin qu'elle pourrait tenter de glisser dans son repas ne lui ferait absolument rien. Tandis qu'il avalait à grandes gorgées la soupe préparée par sa mère, la blonde l'étudia attentivement et lui demanda s'il s'était rendu aux confins de la terre divine en utilisant la loi de l'espace. Sa perception était suffisamment impressionnante pour lui permettre de deviner où il était allé. Puisqu'elle connaissait déjà la réponse, Suping lui demanda d'arrêter de tourner autour du pot et d'expliquer directement ce qu'elle voulait. Johanna lui demanda de l'emmener avec lui la prochaine fois. Elle possédait encore une certaine influence sur la terre divine centrale et pourrait utiliser ses ressources pour l'aider à progresser. Naturellement, Suping supposa qu'elle avait une autre idée derrière la tête. Mais la déesse lui assura qu'elle ne demandait aucun point d'employé. Elle souhaitait seulement obtenir la permission de régler quelques affaires personnelles pendant leur séjour là-bas. Cette réponse le rendit encore plus prudent. Johanna testait les limites de son contrat de travail et apprenait précisément ce qu'elle avait ou non le droit de faire. Rusé ou pas, le système l'empêcherait de provoquer de sérieux problèmes, et sa proposition pouvait lui être extrêmement profitable. Suping demanda ce qu'il adviendrait de Tang Ruyan s'ils partaient tous les deux. Si l'employé temporaire se réveillait et commençait à semer le chaos dans la boutique, leur petite excursion risquait de leur coûter cher. La blonde lui répondit calmement de ne pas s'inquiéter, car elle avait déjà tout prévu. Ruyan avait travaillé toute la journée et était épuisée. Même cachée non loin de là, elle suppliait silencieusement Cœur de Serpent de la sauver pour qu'elle n'ait pas à travailler tard. Johanna lui avait également jeté un sort de sommeil. La déesse garantit que Ruyan resterait endormi jusqu'à l'aube, sauf si une catastrophe naturelle frappait la boutique. Suping dut reconnaître qu'elle avait fait du bon travail. Il saisit immédiatement la main de Johanna et lui annonça qu'il partait. Lorsque la déesse, surprise, lui demanda s'il voulait dire tout de suite, notre héros répondit qu'il n'y avait aucune raison de perdre davantage de temps. Ils apparurent à côté de l'arbre-monde, dans la terre déchue semi-divine. Johanna contempla l'arbre familier avec incrédulité. Elle avait simplement voulu tester Suping pour voir si son pouvoir spatial pouvait lui fournir le moindre indice. Au lieu de cela, il venait d'ouvrir un passage entre deux mondes d'un simple geste. Pour la première fois depuis très longtemps, elle crut sincèrement qu'elle pourrait revoir un jour le royaume divin suprême. Notre héros ne tarda pas à gâcher cet instant chargé d'émotions. Il lui ordonna d'arrêter de sourire bêtement, car elle était encore loin de mériter le titre d'excellente employée. Comme il ne connaissait pas cette terre, c'était à elle de décider où ils allaient s'entraîner. Johanna fut agacée de le voir incapable de comprendre ce que son pouvoir représentait pour son peuple, mais elle avait déjà contacté le Seigneur divin chargé de gouverner cette région afin qu'il vienne les chercher. Ce titre attira l'attention de Suping. Il lui demanda comment fonctionnaient les différents rangs de cultivation de la race divine. Johanna expliqua qu'un être divin de sang pur atteignait naturellement la phase de divinité véritable une fois adulte, ce qui le plaçait à un niveau proche de l'adversaire qu'elle avait vaincu dans la boutique. Le protagoniste comprit rapidement que même un dieu de sang pur tout à fait ordinaire possédait un potentiel comparable à celui d'un familier astral de niveau 10. Johanna poursuivit en expliquant que la race divine reconnaissait 6 phases principales, divinité véritable, divinité céleste,
général divin, seigneur divin, divinité de l'ordre et divinité suprême. Malheureusement, le royaume divin suprême avait disparu. Cela faisait extrêmement longtemps qu'aucun être divin n'avait atteint la phase de divinité suprême. En pratique, il ne restait donc plus que 5 phases accessibles. Supine comprit enfin pourquoi Johanna avait pris le risque de signer le contrat de travail. La limite supérieure de son peuple avait été scellée, tandis que de puissants ennemis envahissaient constamment leur monde. Si la boutique pouvait la ramener au royaume divin suprême, travailler pour lui était un sacrifice tout à fait raisonnable. Peu après, un gigantesque être divin masculin descendit du ciel et s'agenouilla devant Johanna. Il annonça qu'il était venu accueillir son Altesse. Puis il regarda Supine avec confusion. La déesse présenta notre héros comme son invité de marque et ordonna aux dieux de l'emmener avec eux. L'être divin tendit joyeusement une main et leur demanda à tous les deux de s'y accrocher. Le monde environnant changea instantanément. Ils traversèrent plusieurs couches du royaume. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, la déesse blonde congédia leur taxi divin, qui s'inclina avant de repartir sans poser la moindre question. Laissez un like pour soutenir émotionnellement le Seigneur divin. Des milliers d'années de cultivation divine, tout ça pour devenir le moyen de transport personnel de Johanna. Elle ne lui a même pas laissé de pourboire. C'est vraiment triste. À l'intérieur de l'immensité divine, les gardes et les serviteurs s'agenouillèrent devant Johanna. La déesse leur ordonna de préparer la source divine, et tous obéirent immédiatement. Au début, Supine pensa que cette déesse capricieuse voulait prendre un bain avant de l'aider à monter en puissance. Même les êtres divins avaient apparemment besoin d'une séance dans un spa de luxe avant de se mettre au travail. Mais lorsqu'il vit l'immense salle et le liquide divin qui s'écoulait des paumes de gigantesques statues, il comprit que cette source était bien plus qu'un simple bain hors de prix. Johanna expliqua que la source divine éliminait les impuretés présentes dans la lignée d'une personne, tout en améliorant sa compréhension et sa qualité. Ses effets étaient plus de 100 fois supérieurs à ceux des capsules de cultivation présentes dans sa boutique. Seuls les plus grands génies de la terre divine étaient autorisés à s'y baigner une fois par an. Une fois que Supine aurait terminé, elle avait également préparé une arène où ses familiers pourraient recevoir un entraînement au combat. Notre propriétaire Cupide admit avec joie que cet arrangement était excellent, même si, bien entendu, ce serait encore mieux s'il pouvait s'y baigner régulièrement. Johanna lui proposa immédiatement un marché. Chaque fois que le protagoniste la ramènerait ici, elle le laisserait utiliser la source divine. En échange, elle voulait qu'il cesse de chasser les ergs stellaires. Supine ne comprenait pas. Les dieux combattaient déjà ces créatures, ils partageaient donc le même ennemi. Pourquoi la déesse voulait-elle l'empêcher de les chasser? Elle lui expliqua que c'était parce qu'elle pouvait sentir l'odeur de cristaux divins sur son corps. Notre héros se renifla lui-même, mais ne remarqua rien d'inhabituel, ce qui était plutôt impressionnant vu le nombre de fois où il était mort ce jour-là. Ignorant son comportement, Johanna lui demanda s'il avait remarqué le colossal arbre-monde. Le protagoniste le confirma. La blonde lui expliqua tout. Cet arbre était la mère de leur race. Chaque fois qu'un être divin mourait, son corps se transformait en puissance divine et retournait à l'arbre. L'arbre-monde rassemblait l'énergie de son peuple avant de la raffiner. Une fois cette puissance renforcée, l'arbre l'utilisait pour créer de nouveaux êtres divins. Johanna déclara à Supine qu'il était suffisamment intelligent pour comprendre où elle voulait en venir. Notre héros parvint rapidement à la conclusion. Lorsqu'un être divin était dévoré par un zerg stellaire, sa puissance divine restait à l'intérieur de la créature et se condensait en un cristal divin, au lieu de retourner à l'arbre-monde. Johanna confirma. Plus le dieu décédé avait été puissant, plus la quantité de puissance divine censée retourner à l'arbre était importante. À chaque cycle naturel, la puissance totale du monde divin était supposée augmenter, mais l'invasion des ergs stellaires avait détruit cet équilibre. La quantité de puissance divine volée par ces créatures était devenue comparable à celle que l'arbre-monde réussissait à récupérer. Et pire encore, depuis la disparition du royaume divin suprême, aucun membre de leur race ne pouvait plus atteindre la phase de divinité suprême. C'était ainsi que leur monde divin, autrefois si splendide, avait progressivement sombré jusqu'à devenir l'endroit désolé qu'il était aujourd'hui. Sans dire un mot,
Suping plongea la main dans son espace de stockage et déposa une énorme collection de cristaux divins entre les mains de Johanna. La déesse le fixa avec incrédulité tandis qu'il lui expliquait qu'il s'agissait de tout ce qu'il avait récolté ce jour-là. À la grande surprise de la déesse, notre héros sourit doucement, montrant qu'il avait compris son point de vue. Garder les cristaux divins pour lui-même n'était finalement pas très différent de ce que faisaient les ergs stellaires. Désormais, il ne toucherait plus à ces insectes. Après tout, son objectif était de devenir plus puissant, et il pouvait y parvenir en se baignant dans la source divine. Puis sa gentillesse céda immédiatement la place à son instinct de patron. Il ordonna à Johanna d'emmener ses familiers dans l'arène, de ne leur accorder aucune pitié et de leur montrer ce dont les êtres divins étaient réellement capables. Les pauvres familiers commencèrent aussitôt à transpirer. Apparemment, une nouvelle séance d'entraînement infernal les attendait. Tandis que la source divine purifiait son corps, Suping sentit chaque impureté être éliminée. La blonde le remercia sincèrement et se prépara à partir, lui demandant de l'appeler s'il avait besoin de quoi que ce soit. Avant qu'elle ne quitte les lieux, notre héros lui demanda si elle avait déjà entendu parler du cristal de flamme divine. Il était incapable de trouver ce matériau où que ce soit sur sa planète. Johanna le reconnut comme étant le noyau du cœur d'une bête à flamme divine de rang divinité véritable. Bien qu'il soit rare, elle pouvait envoyer quelqu'un en récupérer un pour lui. Suping lui ordonna de l'obtenir au plus vite. Il avait besoin de ce noyau pour atteindre le 2e niveau de sa technique de forge corporelle. La source divine stimulait déjà chacune des cellules de son corps. Cultiver dans cet endroit tout en utilisant ce nouveau matériau lui permettrait donc de doubler efficacement les bénéfices. Derrière lui, Johanna s'inclina silencieusement avant de quitter la salle. À l'extérieur, elle prit délicatement la petite main de bébé squelette et demanda poliment aux familiers de la suivre. Le petit squelette avait même l'air timide tandis que la magnifique déesse blonde l'emmenait avec elle. Pendant ce temps, Johanna continuait de réfléchir à cet étrange humain. Un guerrier ordinaire de rang divinité véritable aurait eu besoin de 2 ou 3 jours sans dormir pour récolter autant de cristaux divins, mais lui les avait obtenus en moins d'une demi-journée et les lui avait confiés sans la moindre hésitation. Pour le bien de son peuple, il était désormais essentiel de maintenir une excellente relation avec cette source de main-d'œuvre gratuite incroyablement productive. Au même moment, Suping resta à l'intérieur de la source divine et ordonna discrètement au système d'ouvrir son espace de stockage. D'innombrables cristaux divins supplémentaires apparurent devant lui. La quantité qu'il avait offerte à la déesse ne représentait qu'une partie de sa collection. Apparemment, comprendre sa souffrance ne signifiait pas qu'il devait lui céder l'intégralité de son inventaire. Il devait simplement absorber le reste dans un endroit où elle ne pourrait pas le voir. Plus tard, Suping et Johanna retournèrent sur l'étoile bleue. Notre héros serra les poings avec satisfaction. L'écriture divine et démoniaque du corbeau d'or avait atteint son 2e niveau, portant sa force physique à peu près au stade supérieur du niveau 9. Le premier mouvement du point dompteur de démon avait lui aussi atteint le stade de perfection majeure. En y ajoutant le contrôle spirituel, qui lui permettait de voler, Suping pouvait désormais affronter un expert de niveau 9 et se faire passer de manière convaincante pour un guerrier de rang titré, malgré une puissance astrale qui n'était encore qu'au stade inférieur du niveau 6. Yuan Tianshan avait été grièvement blessé pendant son combat contre Johanna et était probablement retombé sous la phase de l'immensité océanique. Cela signifiait que la seule véritable menace restante sur l'ensemble du continent était l'autre expert de rang légende. Suping avait bien l'intention de surpasser également cette personne. Il appela Johanna et lui ordonna de préparer Tangruyant. Après la fortune qu'il avait dépensée en publicité, la boutique aurait dû déborder de clients ce jour-là. Ils étaient sur le point d'être extrêmement occupés. Un peu plus tard, Linju arriva devant la boutique et contempla la rue complètement vide. Le silence qui y régnait était étrange. Elle se dirigea vers son frère et lui demanda s'il avait pris sa journée. Suping lui répondit qu'il était clairement en train de travailler et lui demanda pourquoi elle était rentrée si tôt. Linju lui fit remarquer que la boutique n'avait absolument pas l'air ouverte. Les cours étaient déjà terminés, et elle devait encore assister au cours particulier du roi du poison à la maison ce soir-là. Puis elle remarqua un article très populaire affiché sur la montre de Suping. L'animalerie extraordinaire garantissait 3 places parmi les 10 meilleurs participants de la ligue d'élite de la ville. Pendant la période promotionnelle,
Les 3 clients ayant dépensé le plus au total dans l'ensemble de ces succursales recevraient cette garantie, avec une indemnisation promise en cas d'échec. L'Inju entra aussitôt dans une colère noire. Extraordinaire possédait des dizaines de succursales à travers toute la ville et pouvait donc attirer un nombre colossal de clients. Même si l'entreprise devait indemniser les gagnants plus tard, elle pourrait tout de même gagner une fortune grâce à tous les autres. À ses yeux, ce n'était qu'une méthode éhontée pour voler les clients de la concurrence. Suping porta une main à sa bouche et éclata de rire. Sa sœur lui lança un regard noir et exigea de savoir ce qui l'amusait autant. Notre héros admit qu'elle avait été adorable en jouant les jeunes patronnes de la boutique. L'Inju fut immédiatement embarrassée et lui demanda d'arrêter. Elle était simplement en colère parce que la situation était injuste. Suping reconnut que c'était injuste, mais la stratégie d'Extraordinaire était encore plus dangereuse qu'elle ne l'imaginait. L'entreprise avait engagé l'ancien champion comme porte-parole. La plupart des gens suivaient aveuglément la foule et accordaient une confiance absolue aux experts célèbres. Par conséquent, presque tous les clients sérieux de la ville risquaient de choisir cette animalerie. Sa sœur refusait toujours de laisser l'entreprise arriver à ses fins. Si Extraordinaire pouvait garantir 3 places dans le top 10, alors l'animalerie des Fripouilles devait proposer sa propre garantie. Suping posa une main contre son menton et sourit. S'il comptait répliquer, autant faire une annonce beaucoup plus spectaculaire. L'animalerie des Fripouilles garantirait le titre de champion de la ville. 2 gros titres se propagèrent rapidement à travers Longeagne. L'animalerie Extraordinaire garantissait 3 places dans le top 10, tandis que l'animalerie des Fripouilles garantissait directement le titre de champion. Les clients de toute la ville furent stupéfaits. Extraordinaire comptait d'innombrables clients en compétition pour seulement 3 places, tandis que les Fripouilles semblaient offrir beaucoup moins de concurrence, avec la première place à la clé. Tous ceux qui avaient peu de chances de devenir les plus gros dépensiers d'Extraordinaire commencèrent donc à se diriger vers la boutique de Suping. Au siège de l'animalerie Extraordinaire, un directeur abattit son poing sur la table. Une petite boutique inconnue venait de garantir le titre de champion, ce qui constituait clairement une provocation publique. Un employé furieux se porta volontaire pour donner une leçon aux Fripouilles, tandis qu'un autre proposa de garantir davantage de places afin de conserver leurs clients. Liu Yuan, le propriétaire de l'animalerie Extraordinaire, leva calmement une main et ordonna à tout le monde de se rasseoir. Il n'avait aucune raison de paniquer à cause d'une bande de clowns. Les Fripouilles voulaient devenir célèbres, alors Extraordinaire allait leur offrir bien plus de publicité qu'elles ne pourraient en supporter. Il ordonna à ses hommes de forcer la boutique à révéler publiquement l'identité du candidat à qui elle garantissait le titre. Après cela, il ferait l'éloge des Fripouilles et de leurs candidats avec autant d'insistance que possible. Plus la promotion serait exagérée et provocante, mieux ce serait. Yuan comptait transformer cette popularité excessive en arme et faire du candidat choisi une cible pour toute la ville. Évidemment, les directeurs Lèchebot s'empressèrent de complimenter ce plan. Une campagne de dénigrement soigneusement orchestrée pouvait détruire la boutique bien plus efficacement qu'une attaque directe. Dès que le candidat des Fripouilles perdrait, le public se retournerait à la fois contre lui et contre l'entreprise. Plus Suping monterait haut, plus sa chute serait douloureuse. Dans la résidence de la famille Zhou, les anciens trouvèrent cette annonce très divertissante. Une animalerie insignifiante venait de garantir publiquement le titre de champion et de défier l'entreprise de la famille Liu. L'un des anciens avait vu les rumeurs circulant sur Internet, selon lesquelles la boutique pouvait faire progresser un familier d'un niveau par jour, commandait d'innombrables experts de rang titré et pouvait même tuer facilement un expert de rang légende. Un autre qualifia Suping d'inconscient pour avoir défié aussi ouvertement la famille Liu, tout en donnant l'impression d'ignorer les 4 grandes familles. Cependant, puisque les familles Zhou et Liu se faisaient concurrence depuis des années, ce conflit pourrait offrir à la famille Zhou l'occasion d'affaiblir la famille Liu et de l'expulser des 4 grands clans. Pendant ce temps, l'atmosphère était beaucoup moins détendue dans la résidence de la famille Liu. Les anciens exigèrent des informations sur l'arrogant propriétaire de l'animalerie des Fripouilles. Un subordonné rapporta que le propriétaire s'appelait Suping et qu'il était mentor principal à l'Académie du Mont Phénix. Ses origines semblaient parfaitement ordinaires. Il n'appartenait à aucune des 4 grandes familles,
ni même à une influente famille secondaire. Puis un ancien s'approcha du patriarche avec une information inquiétante. Monsieur Yuan s'était rendu à l'animalerie des Fripouilles. Mais par la suite, l'expert de rang légende avait été ramené dans sa résidence et n'en était toujours pas ressorti. Le patriarche exigea immédiatement qu'on lui confirme qu'il parlait bien de Yuan Tianshan. L'ancien expliqua que cette affaire concernait l'honneur d'un expert de rang légende, alors les témoins sans importance avaient été discrètement éliminés. Si le roi du poison n'avait pas lui-même reconnu avoir ramené Tianshan chez lui, même la famille Liu serait restée dans l'ignorance. Le patriarche ordonna à tout le monde de garder cette information secrète. Tant qu'il ne comprendrait pas les véritables origines de l'animalerie des Fripouilles, aucun membre de la famille Liu n'aurait le droit de la provoquer. Pour l'instant, ils allaient simplement rester en retrait et observer la suite des événements. Quelques jours plus tard, quelqu'un à l'intérieur de la boutique de Suping cria d'incrédulité en apprenant qu'il avait garanti le titre de champion. Shu Kuang fixa son maître et lui demanda s'il plaisantait. Notre héros lui demanda calmement s'il avait l'air de plaisanter. Kuang eut la sagesse de passer à autre chose et demanda qui serait le candidat choisi. L'inju voulait également savoir si son frère comptait réellement garantir le titre au client qui dépenserait le plus d'argent, comme l'affirmait la publicité. Suping reconnut que cette condition de dépense n'était qu'un argument publicitaire destiné à attirer les clients. Choisir un inconnu introduirait trop d'incertitudes, et l'avenir de la boutique dépendait désormais de ce tournoi. Il ne pouvait se permettre la moindre erreur. Pour cette raison, il devait choisir quelqu'un en qui il avait confiance. Kuang s'inquiéta aussitôt qu'une publicité trompeuse puisse se retourner contre eux. Le protagoniste n'y voyait aucun problème. S'il choisissait Kuang, le riche étudiant n'aurait qu'à dépenser davantage que tous les autres clients. Il deviendrait alors légitimement le plus gros dépensier de la boutique et recevrait le soutien promis. Kuang afficha un grand sourire. Dépenser de l'argent était l'un des rares défis pour lesquels il se sentait extrêmement bien préparé. Avant que Suping puisse arrêter son choix sur lui, sa sœur se leva et demanda à être sélectionnée. Elle était prête à endurer n'importe quel entraînement. Elle voulait que son frère la rende plus forte. Suping rejeta immédiatement cette idée. Remporter le titre de champion ne serait pas facile. Avec les 4 maîtres titrés chargés de l'entraîner et le dragon lunaire d'étoiles argentées à ses côtés, l'inju pouvait atteindre le top 10 si elle progressait avec prudence. Sa sœur refusait de se contenter du top 10. Elle voulait devenir plus forte aussi vite que possible afin de pouvoir rester à son niveau. Chaque fois que l'inju ne voyait pas Suping, elle s'imaginait qu'il endurait des entraînements inimaginables. Si elle restait en sécurité dans sa zone de confort, elle n'atteindrait jamais son niveau. Suping lui rappela qu'elle n'était encore qu'en première année. Le simple fait d'avoir les capacités nécessaires pour entrer dans le top 10 de la Ligue d'élite était déjà exceptionnel. Mais s'il garantissait publiquement son titre de champion, tout le monde dans la ville commencerait à la considérer comme une ennemie. Cela incluait les monstres élevés par les 4 grandes familles. Les animaleries rivales utiliseraient des méthodes déloyales, des inconnus examineraient chacune de ses erreurs, et même les amis de l'inju pourraient la trahir. Suping tenta de lui donner une dernière raison de renoncer. Mais l'inju termina sa phrase à sa place avec une confiance absolue. Chaque participant devait signer une décharge reconnaissant les dangers du tournoi. Elle avait accepté cette réalité dès l'instant où elle était devenue une guerrière familière. Le jour où elle et leur mère avaient perdu connaissance, une grave crise avait forcément eu lieu. En tant que guerrière familière, elle avait ressenti l'immense puissance qui les entourait après leur réveil. Elle regarda directement son frère et révéla qu'elle savait qu'il les avait protégés ce jour-là. L'inju n'était plus une enfant dont il fallait prendre soin et qu'il fallait protéger éternellement. Elle refusait de laisser quelqu'un d'autre profiter de cette occasion. Cette fois, elle voulait elle aussi devenir une protectrice. Suping observa sa sœur en silence. Puis il lui demanda de bien réfléchir avant de faire son choix définitif. À cet instant précis, une voix furieuse retentit dans la boutique. Quelqu'un exigeait une indemnisation. Le système détecta immédiatement une calomnie malveillante visant la boutique et publia une quête temporaire.
Suping disposait de 24 heures pour rétablir la réputation de l'établissement et tuer le coupable. La récompense était un livre de compétences aléatoires pour guerriers familiers de rang légende. La mission ne pouvait pas être refusée. Notre héros fronça silencieusement les sourcils. C'était la première fois que le système réagissait avec autant de violence. Ce qui se passait dehors avait manifestement dépassé les limites. Un client furieux cria que la boutique avait détruit son familier. Selon lui, l'animal était non seulement devenu plus faible après sa cultivation, mais il était désormais à l'agonie. Il avait signé un contrat et affirmait que la boutique ne pouvait pas nier sa responsabilité. Les clients autour de lui réagirent avec une inquiétude croissante. Certains pensaient qu'il devait forcément y avoir un malentendu, tandis que d'autres avaient toujours trouvé suspecte la vitesse de cultivation des fripouilles. Des rumeurs concernant des drogues dangereuses et des mutations forcées commencèrent à se répandre dans la foule, même si plusieurs habitués insistaient sur le fait que leurs propres familiers n'avaient jamais rencontré le moindre problème. L'inquiétude se transforma rapidement en cri. Les gens exigeaient des explications et une indemnisation, surtout ceux qui avaient déjà dépensé de l'argent à cause de la promotion garantissant le titre de champion. Le client à l'origine des accusations observait le chaos avec une satisfaction dissimulée. Johanna s'avança et frappa le sol du pied. Une vague de pression divine traversa la zone d'accueil et projeta les clients les plus bruyants au sol. Puis elle ordonna à tout le monde de se taire. Sun Qi trembla par terre et accusa la boutique de réduire ses clients au silence par la force. Il menaça d'appeler la police et de faire fermer l'établissement. Suping demanda calmement à Johanna d'arrêter. Elle obéit immédiatement. Notre héros se présenta ensuite comme le propriétaire et demanda à Qi de répéter son accusation. L'homme ouvrit un espace d'invocation et demanda au propriétaire de constater lui-même les dégâts. Un renard spirituel de l'aurore blessé s'effondra sur le sol. Sun Qi pointa du doigt la créature tremblante et exigea que tout le monde regarde ce que la boutique lui avait fait. Suping confirma l'identité de l'homme. Ce type avait amené le renard spirituel de l'aurore pour une séance de cultivation 2 jours plus tôt et l'avait récupéré la veille. La boutique possédait encore son formulaire d'acceptation signé, confirmant que le familier lui avait été rendu en parfaite santé. Qi admit l'avoir signé, mais affirma que le propriétaire ne pouvait pas utiliser ce document pour se débarrasser de lui. Après tout, le client avait toujours raison. Il prétendit que le renard spirituel de l'aurore était tombé malade après son retour à la maison. Suping lui demanda d'attendre pendant qu'il examinait personnellement le familier, puis activa l'évaluation. Le système identifia un familier possédant les attributs de glace et de foudre. Il disposait d'une lignée de niveau 6, d'une puissance au stade inférieur du niveau 4, d'une qualité médiocre et des compétences rayon de l'aurore, entaille foudroyante, bouclier de foudre et pic de glace. Cette espèce était docile, loyale et farouchement protectrice envers son maître. Le client problématique avait raison sur un point, la puissance du renard avait fortement diminué. Cependant, les étranges rayures présentes sur son corps ne ressemblaient pas aux symptômes d'une maladie provoquée par une mauvaise cultivation. Elles ressemblaient plutôt aux symptômes d'un empoisonnement. Suping demanda à Johanna si elle connaissait des compétences de guérison. La déesse répondit nonchalamment qu'elle en connaissait quelques-unes. Sun Qi les accusa immédiatement de faire semblant de s'inquiéter. Il avait déjà conduit le renard dans un hôpital pour familiers astro du quartier chic. D'après le médecin, son état était dû à une mutation provoquée par une cultivation inappropriée et une mauvaise utilisation de médicaments. Il affirma que le renard pouvait à peine survivre, alors guérir était tout simplement impossible. Mais avant qu'il ne puisse continuer à hurler, Johanna lui administra une gifle monumentale comme s'il n'était qu'un vulgaire déchet et ordonna enfin à cet homme bruyant de se taire. Qui se tint la joue avec incrédulité et exigea de savoir comment elle osait frapper un client. La déesse l'ignora tout simplement. Une puissance divine dorée se rassembla autour de son corps tandis qu'elle posait une main sur le renard spirituel de l'aurore et commençait à le soigner. Le sombre poison fut extrait du corps de la créature. Un instant plus tard, le renard ouvrit les yeux et poussa un faible grognement. Puis il bondit sur ses pattes, aboya joyeusement et remua la queue. Johanna lui caressa doucement la tête et le félicita d'être un gentil garçon. La foule éclata d'incrédulité. Le renard mourant venait de guérir en l'espace de quelques secondes. Suping évalua de nouveau le familier.
Sa puissance avait atteint le niveau 7 et sa qualité était passée de médiocre à inférieure. La blonde divine ne s'était pas contentée de purifier le poison, elle avait aussi amélioré sa qualité d'un niveau entier. Le renard spirituel de l'aurore bondit immédiatement vers Sun Qi et lui lécha le visage. Au lieu de paraître soulagé, l'homme fixa son familier désormais en parfaite santé avec stupéfaction. Su Ping plissa les yeux. Sa réaction avait quelque chose de très étrange. Qi se ressaisit rapidement et déclara que, puisque le renard avait guéri, il accepterait de pardonner à la boutique. Il présenta des excuses maladroites pour son comportement précédent. Puis il se retourna et ordonna au renard spirituel de l'aurore de le suivre. Il tenta de se précipiter vers la sortie. Cependant, Su Ping posa une main sur son épaule avant qu'il ne puisse partir. L'animalerie des fripouilles proposait également un service de suivi après intervention, alors qu'il devait l'accompagner à l'étage. Quelques minutes plus tard, Su Ping projeta le type suspect contre un mur. Qi le percuta violemment et cria de douleur. Notre héros fit froidement remarquer que Sun Qi n'avait pas semblé soulagé lorsque son familier avait guéri. Il avait eu l'air nerveux. Cela prouvait qu'il n'avait pas provoqué cette scène par inquiétude pour le renard spirituel de l'aurore. Quelqu'un l'avait envoyé. Derrière Su Ping, Johanna referma calmement la porte. Apparemment, lorsque le système avait généré l'agencement de la boutique, notre héros avait même pensé à inclure un donjon secret pour les clients problématiques. Sun Qi nia tout et menaça d'appeler la police si le propriétaire de la boutique ne le libérait pas. Su Ping utilisa donc le contrôle spirituel pour soulever l'homme et le renard dans les airs. L'expression de Qi changea instantanément lorsqu'il comprit que le propriétaire de la boutique était un expert de rang titré. Notre héros se souvint calmement que les guerriers de rang titré avaient le droit d'exécuter certains criminels sans être tenus responsables. Comme il n'avait encore jamais testé ce privilège, il demanda à Sun Qi s'il voulait bien se porter volontaire. L'homme craqua immédiatement. Il promit de tout avouer et affirma que la famille Liu l'avait envoyé. Su Ping reconnut aussitôt ce nom. La famille Liu contrôlait l'animalerie extraordinaire. Il ordonna à Qi d'arrêter de rester vague et de tout expliquer clairement. Après que Su Ping l'eut reposé au sol, Sun Qi affirma que son familier astral avait été grièvement blessé au cours d'un combat la veille. Le faire soigner avant la Ligue d'élite lui aurait coûté une somme énorme. C'est alors qu'un membre de la famille Liu l'avait approché et lui avait proposé de guérir gratuitement le renard, à condition que Qi accuse l'animalerie des fripouilles. Su Ping demanda le nom et l'apparence de cet inconnu. Mais le type prétendit qu'il n'en savait rien, car la personne portait un masque. Notre protagoniste demanda alors tranquillement à Johanna si elle connaissait une magie capable de lire les pensées. La déesse répondit que son peuple n'utiliserait jamais de méthodes aussi répugnantes. Su Ping lui proposa immédiatement 2 points d'employé. La morale divine de la blonde redevint aussitôt très flexible, même si elle se demanda pourquoi ce sort était nécessaire alors que Sun Qi avait déjà avoué. C'était précisément ce qui dérangeait Su Ping. Sera avait avoué beaucoup trop facilement, et toute son histoire semblait étrangement détaillée, presque comme s'il l'avait répétée à l'avance. Si extraordinaire tentait réellement un stratagème aussi évident, le plan pouvait facilement se retourner contre elle et infliger des pertes colossales à la famille Liu. Après avoir entendu cette explication, Johanna accepta d'inspecter son esprit. Qi paniqua instantanément lorsqu'elle s'approcha et ordonna au renard spirituel de l'aurore de le protéger. Le familier loyal ouvrit immédiatement la gueule et lança un rayon de l'aurore en direction de la déesse. Johanna dévia le rayon d'une seule main et activa la fouille de l'âme. Les véritables souvenirs de Sun Qi apparurent devant eux. Après avoir récupéré le renard spirituel de l'aurore cultivé, il avait été ravi de ses progrès et était convaincu qu'il pourrait obtenir un excellent résultat lors de la Ligue d'élite. Mais sur le chemin du retour, des hommes de la famille Zhou l'avaient intercepté à cause d'une dette impayée. Qi les avait suppliés de lui accorder un mois supplémentaire, promettant de les rembourser après avoir reçu la récompense du tournoi. Leur chef avait refusé avant de sortir un poison extrait d'une araignée des enfers de niveau 9. Si Sun Qi l'injectait à son propre familier et rejetait la faute sur la famille Liu, la famille Zhou effacerait sa dette. Qi avait hésité, car il avait entendu dire que ce poison ferait pourrir tout le corps d'un familier astral avant de le faire mourir dans d'atroces souffrances. Aucun traitement ordinaire ne pouvait le guérir.
L'homme de la famille Zhou avait balayé ses inquiétudes. Le renard ne possédait qu'une lignée de niveau 6. Si qui accomplissait cette mission, il le remplacerait par un familier doté d'une lignée de rang 8. Séduit par cette offre, Sun Qi s'était excusé auprès du renard spirituel de l'aurore, qui lui faisait pleinement confiance, avant de lui injecter le poison. Lorsque le souvenir prit fin, Su Ping l'attrapa par le col avec colère et déclara qu'il méritait de mourir. Cet enfoiré cruel se mit à tousser et affirma qu'il n'avait pas eu le choix, suppliant notre protagoniste d'épargner sa misérable vie. Le renard spirituel de l'aurore grogna contre notre héros. Malgré tout ce que son maître lui avait fait, la créature loyale cherchait encore à le protéger. Sans la moindre hésitation, elle bondit en avant et mordit le bras de Su Ping. Sun Qi utilisa immédiatement la loyauté du renard comme bouclier. Il supplia le propriétaire de la boutique de le relâcher pour le bien du familier et promit qu'il le traiterait correctement à partir de maintenant. Selon lui, le renard ne pouvait pas vivre sans son maître. Su Ping ignora complètement cette ordure et appela plutôt Johanna par son nom. La déesse répondit immédiatement. Notre héros lui proposa 2 points supplémentaires et lui ordonna de rompre le contrat entre ce déchet et le renard spirituel de l'aurore. Johanna matérialisa sa lance divine et trancha d'un seul mouvement le lien spirituel unissant le familier à son maître. Le renard spirituel de l'aurore cessa immédiatement de mordre Su Ping et relâcha son bras. Qui hurla au renard de revenir, lui répétant encore et encore qu'il était son maître. Su Ping le traita de pauvre type et lui asséna la vérité. Après avoir trahi une créature qui lui faisait entièrement confiance, cet enfoiré ne méritait plus d'être son maître. Terrifié, le type supplia le propriétaire de la boutique de ne pas le tuer. À la place, notre protagoniste attrapa cette ordure et s'envola par la fenêtre. Il lui demanda de ne pas se méprendre. Tuer quelqu'un comme Sun Qi n'en valait même pas la peine. Tenant l'homme par ses vêtements, Su Ping traversa Longjang à une vitesse vertigineuse et se dirigea directement vers la résidence de la famille Zhou. Les gardes de la famille Zhou levèrent les yeux vers le ciel et pointèrent du doigt la silhouette qui descendait, incapables d'en croire leurs yeux. Su Ping flottait au-dessus du domaine, Sun Qi suspendu à sa main. Le dragon bougie infernale, le chien dragon sombre et bébé squelette l'entouraient, révélant aussitôt que le visiteur était un expert de rang titré. Nerveux, les gardes exigèrent de connaître son identité et lui demandèrent ce qui l'amenait ici. Notre héros leur ordonna simplement d'appeler leur patriarche. Le propriétaire de l'animalerie des Fripouilles était venu lui parler. Et c'est ici que s'achève l'épisode d'aujourd'hui. Su Ping a suivi Johanna dans la terre déchue semi-divine, découvert la vérité derrière le déclin de la race divine et utilisé la source divine pour élever son corps et sa puissance de combat à un niveau supérieur. De retour sur l'étoile bleue, l'animalerie extraordinaire a tenté de dominer le marché de la Ligue d'élite. Su Ping lui a donc répondu avec une promesse encore plus folle, l'animalerie des Fripouilles garantirait le titre de champion de la ville. Mais ce défi a entraîné toutes les grandes familles au cœur de la tempête. La famille Liu a commencé à avancer avec prudence, la famille Zhou a vu une occasion de semer le chaos, et un faux client nommé Sun Qi a tenté de détruire la réputation de la boutique en empoisonnant son propre renard spirituel de l'aurore, qui lui était pourtant entièrement dévoué. Après que Johanna a guéri le renard et révélé la vérité, Su Ping a rompu le contrat entre cette ordure et le familier qui l'avait trahi, avant de l'emmener directement à la résidence de la famille Zhou. Alors, que va-t-il se passer maintenant que Su Ping est arrivé au-dessus du domaine des Zhou, avec son dragon, son molosse et bébé squelette prêts à se battre à ses côtés, et la famille Zhou reconnaîtra-t-elle ce qu'elle a fait, ou s'apprête-t-elle à découvrir pourquoi provoquer l'animalerie des Fripouilles est toujours une décision commerciale désastreuse? Laissez un like et abonnez-vous pour découvrir davantage de vidéos comme celle-ci. Comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Su Ping a-t-il pris la bonne décision en épargnant Sun Qi pour s'attaquer directement à ceux qui se cachaient derrière lui? Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve au prochain épisode.